à Jean-François Clédel de nous rejoindre, président de la CCI Nouvelle-Aquitaine. Tous les présidents, Luc Servant, président de la Chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, Jean-Pierre Gros, président de la Chambre de métier de l'artisanat de la Nouvelle-Aquitaine. C'est original. Et je vais demander à monsieur le vice-président, M. Rioux, de rejoindre cette table. Comme ça, on va se mettre tous les deux debout avec Philippe Mauguin. On va montrer qu'on reste jeune et dynamique. Et, et je vais emprunter le micro de monsieur Gros pour vous le prêter. Oui, venez avec moi. On va faire un petit travail, Philippe. Je sais que vous étiez prévenu, mais que vous avez bossé. Qu'est-ce que vous retenez? Et quand je dis vous, c'est évidemment avec cette casquette de PDG d'INRAE, au-delà de la qualité de vos collaborateurs et collaboratrices. Et non, moi, ce que je retiens comme de ces témoignages, passionnant, concret, très engagé. En fait, on peut avoir l'impression que c'est des bouts de secteurs différents, mais en fait, moi, je trouve qu'il y a des choses qui vous réunissent. Vous êtes finalement un peu les entrepreneurs de la bioéconomie, les entrepreneurs de l'économie de demain, en fait. C'est-à-dire la bioéconomie, c'est comment on valorise au mieux les ressources du vivant, avec des logiques d'économie circulaire, de recyclage, de durabilité. Et si on regarde avec un peu de recul ce qu'on a entendu sur l'agriculture, avec l'exemple de Denis Vincentini, agriculture de conservation des sols, comment j'embarque les grandes cultures dans cette protection des sols qui est effectivement la petite couche d'humus qu'on a tout autour de la planète et qui fait la vie. Et si on la perd, il n'y a plus de vie sur la planète. C'est compliqué. Vous l'avez montré, il y a besoin de solutions. On travaille, nous, à INRAE aussi, sur ces alternatives au désherbage et aussi au traitement mécanique des sols pour les protéger. Donc, on aura l'occasion d'en discuter ensemble après pour voir comment vous aider, comment vous accompagner. C'est un très bel exemple. L'exemple de Coince, du château d'INRAE, qui est une vitrine. Vous n'allez pas être objectif. Non, je ne suis pas objectif, mais je reviens sur ce que vous disiez. Ça n'a de sens, sinon on ne l'aurait pas gardé. On aurait pu le valoriser sur les marchés. On s'est posé la question, mais on l'a gardé parce que c'est un démonstrateur. Et que même si c'est quand même une SAS, elle doit équilibrer son compte de résultat. Elle doit lever les fonds auprès des banquiers pour augmenter les cuveries, etc. Ce n'est pas l'argent de la recherche qui est diverti pour faire de l'investissement. Et en même temps, en tant qu'actionnaire exigeant, on leur demande d'intégrer, d'être au top des attentes environnementales, de tester les solutions. Donc, et ça va bénéficier aux autres. Donc, ces deux petits signaux d'entrepreneurs, on va dire, du vivant dans la partie agricole et viticole, au cœur de l'économie de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on a après les super exemples aussi de ceux qui s'investissent, certains qui étaient depuis très très longtemps dans la région, d'autres comme Muriel Moreau, oui. Qui vient s'investir dans la région, qui est peut-être encore avec nous, toujours là. Que je salue. Et ça, la valorisation des... bonsoir. Que ce soit sur les duvets, il n'y a pas encore de combat frontal entre les plumes de canard et la laine de mouton. Il y aura certainement des synergies à trouver, mais c'est des très bons exemples. C'est des très bons exemples. Il faut qu'on fasse ça avec pour mieux valoriser la biomasse produite par l'agriculture, mais aussi par la forêt. C'est aussi l'exemple qui a été présenté sur ces canapés super innovants. On a besoin de valoriser tout. Si on veut résoudre l'équation que je rappelais au début de notre séquence, Donc vous étiez optimiste, vous êtes encore plus. Je le suis encore plus parce que voilà, c'est pas que les chercheurs qui le disent, c'est pas l'INRAE qui le dit, c'est les entrepreneurs engagés qui, même s'ils prennent des risques et si c'est pas facile pour tous, sont en train de faire leur trou et de créer de l'emploi, créer de l'activité, et sont franchement, bravo aux chambres et à vous qui les avez choisis, c'est pas nous qui avons dit qu'il fallait, à part c'est le travail des chambres. La suggestion de Cécile descendre qui est un peu INRAE. Pour les autres, c'est le travail des chambres. C'était bien d'avoir une femme, vous avez remarqué. Hein. Ils sont vraiment super alignés par rapport, enfin, il y a pour moi, il y a un fil vert dans tous ces deux tables rondes. C'est voilà, en investissant dans la bioéconomie circulaire, durable, en valorisant au mieux les biomasses et en les commercialisant, les distribuant localement, ce que vous essayez de faire. Tous ont, à un moment ou à un autre, eu recours à la recherche et à l'innovation. Et c'est important de le faire, évidemment, pour gagner du temps et mieux maîtriser les risques, qu'on se donne des chances d'avancer dans ces transitions. Donc moi, ça me réconforte beaucoup. Et puis après, on voit les difficultés, les levées de fonds, notamment quand on est au premier stade. Donc là, il y a des dispositifs que vous connaissez, mais qu'on pourra rappeler après nos échanges. BPI doit pouvoir aider. Nous, on contribue. INRAE, ça, c'est important de le dire maintenant. Il faut le dire maintenant pour que tout le monde l'entende. Ben oui, c'est ça. Nous, on a monté un consortium qui s'appelle Agrio, avec tous les principaux financeurs dans la food tech, l'agtech,
la Woodtech aussi, on pourrait dire. Alors, on n'est peut-être pas dans tous les secteurs de l'économie, mais ça pèse, avec la BPI. Et on aide tous les gens qui veulent créer des startups ou se développer à... on expertise, on amène du conseil technique, d'autres amènent du conseil économique. Et on se présente comment et où tout concrètement pour les gens? Quand on est dans le secteur Acted Foodtech et qu'on a un projet de start-up, on peut l'adresser soit à BPI France, soit à INRAE. Okay. Et puis les chambres consulaires, évidemment, sont toujours évidemment des les chambres, parce que vous avez des investisseurs locaux. Donc ça, c'est évidemment un enjeu. Il y a l'accompagnement. Il ne faut jamais rester seul quand on est entrepreneur, entrepreneuse dans des moments difficiles. Donc c'est bien d'avoir soit, j'allais dire, du coaching ou de l'accompagnement entre entrepreneurs. C'est aussi les chambres qui peuvent l'apporter. Et puis, il ne faut pas hésiter à franchir la porte des labos. Il y a de plus en plus de nos chercheurs, nos ingénieurs et de nos techniciens qui, en plus de leur mission de production de connaissances, ont envie que les solutions elles arrivent sur le terrain et qu'on a envie d'accompagner. On l'a très bien senti. Voilà, et incarné avec un beau produit. Merci beaucoup. Très beau travail de synthèse. On n'est pas surpris. Et j'en profite évidemment pour saluer les services économiques de la Chambre, de la région de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il faut le rappeler, les compétences ont été revues. C'est la région et les intercos qui gèrent cela en ce moment. Je dis ça pour tous ceux qui nous suivent et qui auraient besoin de renseignements demain. Messieurs, merci d'être ici. On va conclure avec vous. C'est la région qui conclura cette rencontre. Je vais commencer par vous, Jean-François Clédel. On a deux questions qui sont communes aux trois présidents, puisqu'on a la chance de vous avoir tous les trois. On va commencer par la première, mais je les annonce déjà pour les deux autres. Ils ont un petit avantage pour vous. Ils vont pouvoir réfléchir à la deuxième. Quels sont les enjeux aujourd'hui les plus importants par rapport à votre activité, donc Chambre régionale d'industrie par rapport à ce qu'on vient d'entendre, et puis quelles sont les actions concrètes, une ou deux, que vous pouvez déjà citer, qui seraient en œuvre aujourd'hui pour vous, avec tout ce qu'on vient de voir et d'entendre, c'est quoi les défis pour l'industrie et les métiers que vous représentez, industrie et commerce? Bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, ce sont les défis des transformations sociales et environnementales. Et pour cela, nous avons mis en place deux axes principaux en fait, d'accompagnement des entreprises. Un premier accompagnement vers les nouveaux modèles de croissance, et on l'a vu tout à l'heure, et un deuxième accompagnement vers la transformation écologique et énergétique. Alors sur le premier point, sur les nouveaux modèles de croissance, les CCI sont, avec la région, si vous voulez, le conseil régional, sont en charge les CCI, les chambres consulaires, je dirais en général, sont en charge du développement économique, et propose des missions en lien avec les transformations numériques, sociales et environnementales. Nous prenons en compte tous les défis environnementaux identifiés, le changement climatique, la biodiversité, les ressources naturelles, l'énergie, les mobilités, tout ce qu'on vient d'exposer là et d'entendre jusqu'à maintenant, tout ça c'est pris en compte. Ce qui est nouveau, c'est que les entreprises veulent être proactives en fait dans l'intégration de la responsabilité sociétale et environnementale. Est-ce qu'on doit entendre, quand vous dites ça, qu'elles veulent, qu'on est passé d'un état où elles subissaient à un état où elles sont actives? Ou est-ce que je suis un peu idyllique? Je dirais qu'on constate un développement en fait, de cette volonté chez beaucoup d'entrepreneurs. On l'a vu ici, tous ceux qui sont passés lors des tables rondes ont manifesté déjà une démarche bien assumée dans ce modèle-là. Et je dirais que ce n'était pas mon rôle de conclure, mais il y a quelque chose qui m'a frappé quand même au cours de cette journée qu'on a débuté par une visite d'un centre, d'une unité de méthanisation. Et je dirais, si vous le permettez, une parenthèse sur ce qui m'a frappé justement au cours de cette journée, c'est la diversité du monde agricole. Bon, on a vu des agriculteurs qui sont quand même au top de la modernité, de la transformation de leur modèle, de l'innovation, qui sont agriculteurs. D'ailleurs, je les draguais un petit peu, parce que je me disais, pourquoi sont-ils agriculteurs alors qu'ils font de l'industrie? Ils pourraient être ressortissants de la chambre d'industrie plutôt que de la chambre d'agriculture. Bon, bref, je plaisante. Ce qui me frappe surtout, c'est le poids de l'innovation en fait, qui a été identifié par tous ces chefs d'entreprise qui ont défilé ici. C'est la volonté de monter en gamme, c'est la volonté de différenciation. Et en fait, je m'interrogeais sur le mode commun à ces gens-là. Quel était le mode commun? Qu'est-ce qui unit tous ces gens-là par rapport à d'autres que je connais qui sont loin de ce modèle-là? Et ça rejoint la question que vous me posiez, quoi. Je pense qu'il y a d'abord l'accès à l'information, sans doute. Et on y participe aujourd'hui avec ce débat que vous organisez. Quand je dis accès à l'information, c'est le fait de disposer de l'Internet. Beaucoup d'artisans, de petites entreprises,
ou d'agriculteurs du monde agricole isolé ne disposent pas d'Internet aujourd'hui, encore aujourd'hui, ou en tout cas ne l'ont pas intégré comme pratique courante. Donc ils ont des difficultés d'accès à l'information. L'importance du numérique aujourd'hui, et là les pouvoirs publics ont un rôle à jouer en la matière. Je sais que les pouvoirs publics s'y investissent beaucoup, mais il reste encore un rôle à jouer pour donner l'accès à Internet à tout le monde. Et puis la formation quand même. La formation, parce qu'on l'a bien vu, c'était, comme disait Madame de Coens, je vais utiliser vos termes, monsieur, j'ai oublié son nom, monsieur. Vous citiez monsieur Pyrénex. Monsieur Pyrénex. Voilà. Monsieur Pyrénex, on le voit, il donnait presque un cours de stratégie à notre artisan qui écoutait avec beaucoup d'intérêt. Non, je plaisante, mais en fait voilà. Donc on voit bien que la formation en fait est importante pour ne pas être décroché et au contraire pour créer et innover dans des modèles transformants en fait, et puis qui transcendent un peu les approches souvent catégorielles que nous avons avec c'est le cas, il y a une chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers, chambre d'agriculture, et on a besoin de transversalité en fait. La cross-fertilisation des métiers est importante, sont importants, on le voit aujourd'hui pour développer des activités innovantes et durables. Voilà. Donc ça, allez, une action concrète. J'ai pas répondu à la question. Si vous permettez, je vais essayer d'aller vite. Donc la RSE, promouvoir les démarches RSE, responsabilité sociale et environnementale, ça va être une action forte que l'on va développer en lien avec le conseil régional. Est-ce que ça a commencé, M. Clédel? Ça a commencé. Alors, si vous voulez qu'on en vienne aux actions que nous avons... Non, mais au moins en citer une, parce qu'effectivement, tout le monde met le RSE en avant. Ah ben non, mais c'est de la sensibilisation des chefs d'entreprise, et puis c'est de l'accompagnement à la mise en place d'actions très concrètes. Donc, c'est de la stratégie, etc. Ensuite, le deuxième point sur aider les entreprises à accélérer la transformation écologique et énergétique. Là, on a tout ce qui touche à l'efficacité énergétique, la réduction et la valorisation des déchets, la réduction de consommation d'eau, les circuits courts, voilà, tout ça. Les CCI proposent là aussi de former les dirigeants, d'accompagner les entreprises pour mettre en place des logiques d'achat responsable, en privilégiant le sourcing local. C'est de faire de la transition écologique et énergétique un pilier majeur du prochain programme dédié aux transformations de l'industrie dans le cadre de l'usine du futur, en lien avec la région et la plateforme Usine du futur, sur tout ce qui est fabrication additive, robotisation, automatisation. On a vu tout à l'heure l'importance de l'automatisation pour recréer des emplois en France, ou en tout cas innover sur les produits et automatiser. Et puis des actions de soutien à l'économie de proximité et des commerces qui sont prévues dans le contrat de relance de transition écologique, avec des diagnostics de transition écologique et l'accompagnement sur des actions ciblées. Voilà. Et puis également le slow tourisme aussi, qui est une action qui va être développée pour aller vers du tourisme durable. Merci Jean-François Clédel. On a vu qu'il y avait beaucoup d'actions. J'aimerais quand même que vous en donniez une qui vous semble prioritaire. Ce sera le dernier mot pour vous, si vous voulez bien. Une action en cours ou à venir qui répondrait à nos débats d'aujourd'hui. Alors sur les actions en cours ou à venir, je dirais, en lien avec la région, il y a le programme Performance durable des entreprises, qui comprendra 7 actions: énergie, mobilité, déchets, éco-conception, achat responsable, écologie industrielle et territoriale et RSE. Et puis, en lien avec l'État, l'ADEME, la CMA et les CCI, sur l'accélération des transitions écologiques, on a mis en place, dans le cadre du plan France Relance, des diagnostics individuels gratuits qui sont assurés par les conseillers des CCI et CMA et par l'accompagnement et la mise en œuvre sur le plan d'action concrète, comme on l'a vu tout à l'heure. Merci Jean-François Clédel. Je rappelle que tout cela, vous le retrouverez évidemment sur les sites des CCI, de la CCI de la région. Il y a plein d'infos, comme pour la Chambre des métiers et la Chambre d'agriculture. Ça tombe bien. On vient d'assister en direct à une tentative d'OPA, Luc Servant, sur certains de vos adhérents. Je plaisante évidemment. Mais on n'est pas loin parce qu'on a vu quand même aujourd'hui, et c'est pas nouveau, des gens qui parlaient pour l'agriculture. Et effectivement, Jean-François Clédel a raison. On a vu des discours de chefs d'entreprise. Mais c'est une évidence pour vous, j'imagine, Luc Servant. Qu'est-ce que vous retenez, vous, et qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ces enjeux et ces défis qui vous attendent, pas demain, aujourd'hui? Je me demande s'il n'y a pas un souci de micro. Autrement, prenez celui de votre voisin si c'est un problème de micro. Allez-y, essayez, Luc Servant. Voilà, bon ben. Merci, ça va mieux là. C'est parti. Voilà. Oui. Sur les défis, ouais. Alors, pour ce qui est de l'agriculture, je crois qu'il y a vraiment une révolution qui arrive à l'agricole, comme il y a eu peut-être au sortir de la guerre, mais là il y a vraiment un grand virage
que doit prendre l'agriculture, parce qu'on doit répondre à des défis finalement très, très, très importants. Parce que l'agriculture a un rôle primordial à jouer dans la transition, qu'elle soit écologique ou agroécologique, vu la place que joue l'agriculture dans les paysages, sur les territoires, et la place dans la société, dans la partie alimentaire. Et parce qu'aussi l'agriculture subit aujourd'hui les changements climatiques qui arrivent. On est peut-être une des premières activités à subir au quotidien ces changements que l'on constate. Et donc il faut que l'agriculture puisse supporter, elle s'adapte finalement à ces changements. Donc je crois que dans les grands mouvements qu'il y a à avoir aujourd'hui, il faut qu'on puisse accompagner l'agriculture vers ces évolutions, et donc qu'on puisse accompagner chaque agriculteur et chaque ferme. Et c'est là peut-être où il y a un grand enjeu, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle aujourd'hui, il n'y a pas de modèle dans ces évolutions. Contrairement peut-être à ce qu'il y a eu après la guerre, quand on a demandé à l'agriculture de produire plus, il y avait l'INRA qui travaillait à ce moment-là, il y avait des organismes de développement, les chambres d'agriculture, et la recette, elle était assez facile. On arrivait chez l'agriculteur, on lui disait tu mets un peu d'engrais, ça pousse plus, tu as des problèmes d'insectes, de maladies, ben, il y a les produits qui vont dans ce sens, et ça allait bien. Et aujourd'hui, on voit que la transition qui est à mener, ou les évolutions à mener, effectivement, elles sont très différentes. En Nouvelle-Aquitaine, on a plus de 80 000 fermes. Il y a plus de 80 000 solutions différentes. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, le président Luc Servan, que comme le président de la Chambre de Gironde, vous n'avez plus de certitude non plus, mais Alors, voilà. Je crois qu'il n'y a plus de certitude, et c'est une des difficultés pour emmener les agriculteurs, parce que chaque agriculteur aujourd'hui dit « moi je suis prêt à répondre à ces évolutions ». Mais par contre, j'ai un risque important, et le risque, c'est moi seul qui le prends finalement. Si je prends le risque, et ça a été dit, hein, de prendre telle ou telle technique, s'il y a un problème économique, ben, c'est moi tout seul qui le supporte. Donc il faut qu'on accompagne les agriculteurs dans cette prise de risque, et il faut qu'on amène des solutions que vont trouver INRAE, que vont développer les chambres d'agriculture, les organismes économiques. Et c'est ensuite à chaque agriculteur de s'approprier, de se convaincre de la nécessité du changement, et de s'approprier des méthodes à venir. Pour ceux qui nous suivent, je pense vraiment à eux, une action concrète aujourd'hui qui est menée, on dit toujours que c'est très institutionnel, les chambres, la région, etc. Mais en attendant, c'est des outils, c'est des béquilles dans la vie des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez mettre en avant sur une action menée justement en faveur de cette évolution, de cette transformation ? Je dirais qu'il y a un dossier important, et d'ailleurs ça a été dit, hein, sur la place des couverts ou des sols couverts, la couverture des sols, qui a un rôle primordial aujourd'hui dans le changement climatique, pour atténuer le changement climatique, pour recapter du carbone, mais aussi dans la diversité, dans l'érosion des sols, ça a été dit. Et je crois que ces cultures, ces couverts, cultures intermédiaires, qui n'étaient pas finalement un réflexe, on va dire, dans le monde agricole, deviennent aujourd'hui indispensables. Et il faut qu'on puisse accompagner. Et donc, on mène avec des groupes d'agriculteurs, hein, voir quel couvert est adapté pour quel type de sol, comment est-ce qu'on le met en place, comment est-ce qu'on le détruit, la place que ça peut prendre dans les cultures. Il y a une question aussi primordiale sur tout ça, c'est qui finance finalement tout ça. C'est une nouvelle mission demandée à l'agriculture. Quand on parle de mission sur le carbone, sur la biodiversité, sur l'entretien du paysage ou du territoire, c'est qui finance ça. Ça ne peut pas toujours passer par le produit alimentaire, et ça a d'ailleurs été dit, même si le consommateur est prêt à payer un petit peu plus parce qu'il reconnaît d'autres missions dans l'agriculture et parce qu'il veut une certaine différenciation du produit, il y a une limite à ça. Et donc, qui finance finalement toutes ces nouvelles prestations menées par l'agriculture? Je crois que c'est aussi un débat à avoir. Est-ce que c'est le consommateur? Est-ce que c'est le citoyen? Est-ce que c'est le pouvoir public? Et donc là, je crois qu'il y a aussi un enjeu important pour accompagner justement dans cette transition. On en reparlera parce que le sujet est vaste. Jean-Pierre Gros, on a eu un exemple d'artisan qui a envie de passer dans un statut de production. On a vu que c'était compliqué, que le métier ne faisait pas tout, la qualité non plus. Quels sont les enjeux justement par rapport au-delà du cas magnifique qu'on a eu cet après-midi qui on souhaite du développement? Quels sont les enjeux par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre pour l'artisanat aujourd'hui? Je suis bien embêté. Il y en a trop? Oui. On a répondu une partie déjà au travers des témoignages, au travers de la prise de parole du président de la Chambre d'Agri, du président de la Chambre de commerce, une partie de la réponse. On est aujourd'hui en face, les gens qui nous ont précédés sur l'estrade sont des pionniers. Nous avons vu des pionniers. Et moi, je suis à la tête d'une chambre régionale de métiers, il faut que j'embarque tout le monde dans la capacité à répondre à cette nécessité de la transformation et de la transition écologique. Alors, pour les chambres d'agri, je ne dis pas que c'est plus simple, mais c'est impératif parce que vous avez la double sanction. Pour l'artisan qui travaille tout seul, dans son secteur d'activité, bon, je ne sais pas, le coiffeur, la notion même de transition écologique n'est plus la même. Elle n'a plus la même proportion, elle n'a plus la même valeur. C'est comment on l'embarque dans ce sujet-là. Et j'ai entendu tout à l'heure, alors moi ça m'a fait plaisir parce que ce que j'ai vu, ça m'a saisi parce que tout le monde devrait faire comme ça. On a vu des pionniers tout à l'heure.
Et ces pionniers, on doit les suivre. Mais comment ils embarquent? Parce que j'ai entendu aussi, il faut jongler entre le temps court du compte d'exploitation, le temps long de la conversion. Et en même temps, foncer ne laisse pas de place au compromis. C'est-à-dire qu'il faut prendre des risques. Et ce que disait tout à l'heure le président de la Chambre d'Agri, c'est que quand on embarque les gens dans cette transition écologique, on leur fait prendre des risques, on leur explique qu'il faut prendre des risques pour que demain ils continuent à exister. Alors qu'ils sont aujourd'hui dans une situation confortable. Donc c'est extrêmement compliqué. Le préalable que vous aviez cité tout à l'heure, moi je retiens une chose, c'est que l'écologie est une science. Et que le développement durable, c'est un projet de société. Et que la transition écologique, la conséquence d'une science au service d'un projet de société. C'est ce que j'ai noté. Je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai une réponse. Donc les enjeux, on les a. C'est comment on emmène et on embarque tout le monde à comprendre qu'on est vraiment sur une transition écologique, conséquence d'une science, au service d'un projet de société. Et les objectifs majeurs, je prenais des notes quand même, les objectifs majeurs de ce modèle de développement, garantir une sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de rupture dans les approvisionnements, quels qu'ils soient, même de services, diminuer l'impact sur le climat et contenir le prix de la production. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que pour le produit fini du consommateur, la notion de prix reste quand même quelque chose qui déclenche l'acte d'achat. Donc on ne va pas sortir de ce schéma et se dire demain, je ferai le prix qui est nécessaire à ma production et le consommateur s'adaptera. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc tout ça, c'est indispensable. Alors vous allez me dire, les actions que vous menez. Parce que là, vous m'avez fait un bel exposé. Bon état des lieux, mais je n'ai pas de réponse. C'est un état des lieux, c'est un constat. Donc après, on est très embêté parce que 250 métiers, 500 filières dans l'artisanat, la problématique n'est pas la même. Alors, bon, c'est vrai que j'ai noté faire des économies, c'est ce qu'il faut qu'on leur apprenne à faire. Faire de la démarche environnementale un facteur de croissance nouveau au marché, sur la promotion. OK, ça c'est facile, je le dis. Je l'ai noté, vous voyez. Même ça, c'est même pas, je ne l'ai pas noté, ce sont mes équipes qui me l'ont noté. Président, vous devez penser à ça. Capitaliser sur l'image de la démarche comme outil de management. On l'a dit tout à l'heure, c'est indispensable. Ensuite, éviter les conditions punitives et réglementaires. Aujourd'hui, on les accompagne sur l'évitement des conditions punitives et réglementaires. C'est-à-dire que le législateur impose des conditions. Des fois, l'artisan dit je verrai demain, parce qu'il n'a pas le temps, il est dans la production, il est dans le guidon. Et on a aussi ce levier sur lequel on doit agir. C'est indispensable et nécessaire. Voilà un petit peu les enjeux. Les actions, on les mène parce que les équipes sont sur le territoire, évidemment cofinancées par la région, et je vous laisserai l'espace de réponse après, mais TPE, performance environnement, 2 jours d'analyse de l'entreprise sur la démarche environnementale. On leur explique ce qu'il faut faire. On ne leur dit pas comment le faire, mais on leur amène de l'information. Sur les TPE gagnantes à tous les coups, 1 semaine d'analyse sur les flux. Qu'est-ce que coûte la gestion de l'eau, les déchets? Qu'est-ce que coûte, comment on gère ces achats? Alors, notamment, on l'a vu tout à l'heure, sur la fabrication d'un canapé, la gestion des achats, c'est primordial. C'est-à-dire que si vous achetez à n'importe quel prix sous prétexte que vous avez décidé de produire local, fabriquer local et approvisionner local, et que vous vous moquez du coût de production, ça ne marchera pas. Donc il n'y aura pas que la problématique du réseau derrière. Alors, un bon marketing qui l'accompagne. On a compris qu'on pouvait peut-être avec le marketing. J'ai compris aussi qu'il y avait besoin d'un réseau. Et comment ne sortir de l'isolement des chefs d'entreprise? Et encore plus vrai quand on est artisan, on a cette notion d'isolement permanente. On est face à son métier que l'on connaît bien, mais on est isolé. Donc créer un réseau, et là, les chambres de métiers sont le réseau sur lequel on peut s'appuyer. Évidemment, nous n'avons pas, nous, la puissance de feu économique, et nous, on est adossé au conseil régional, qui nous permet d'amener l'action de ce réseau et de cet accompagnement des entreprises artisanales. Donc voilà, on a bouclé la boucle. Moi, je suis content d'être venu, et merci de m'avoir écouté. J'ai une dernière question, c'est pas pour faire durer, Jean-Pierre Gros, parce qu'il y a toujours votre enthousiasme qui nous fait plaisir. Vous avez bien travaillé avec vos équipes, on a bien compris. À un moment, vous avez dit, il n'a pas de contrainte, l'artisan, en a moins que la chambre d'agriculture. Est-ce que la contrainte, elle ne va pas arriver par le client? Je pense à votre secteur de prédilection qui est l'automobile ou la coiffeuse. Si demain, on lui dit, je veux plus ces produits-là, je veux des produits naturels. Si demain, le client, il veut plus de moteur thermique, vous n'allez plus en vendre. Est-ce que c'est pas là que ça va se passer? Alors, ça va se passer parce que déjà, on pense pour nous, c'est l'Europe qui l'a décidé. Donc, vous inquiétez pas, 2040, il n'y a plus de moteur thermique. Donc là-dessus, on n'a pas de sujet d'angoisse. On sait que ça va arriver. Le sujet d'angoisse, c'est comment on fait demain cette transformation des entreprises qui sont des entreprises de l'automobile, un milieu que je connais très bien,
Dans la mesure où le client aujourd'hui, consommateur, ne demande pas le changement s'il n'est pas accompagné financièrement, parce que bon, ça va quand même coûter un petit peu, hein. Donc s'il n'y a pas d'accompagnement financier par l'impôt, autrement dit, si on ne l'aide pas à faire cette conversion, il n'a pas envie de la faire. Donc l'entreprise ne peut pas proposer des produits qui vont l'amener à une transition naturelle vers des véhicules électriques s'il n'est pas accompagné financièrement. Donc on a bouclé la boucle, et nous, on s'adapte en permanence. Donc on ne sera jamais dans des révolutions. Nous, on ne subira pas une révolution, on subira des évolutions. Donc on est sur la stratégie de l'évolution. On n'est pas des pionniers. Majoritairement les entreprises, alors que ce soit les entreprises qui sont montées sur l'estrade, qui ont été des pionniers, qui ont réfléchi, qui ont une stratégie de développement. La majorité des entreprises ne sont pas des pionnières. Elles s'adaptent au marché et elles se mettent en ordre de bataille. Celles qui ne s'adapteront pas disparaîtront. C'est très clair. C'est très clair. Mais l'adaptation, elle est sur une période de transition lente. Ok, vous avez dit s'adapter ou disparaître. Guillaume Rioux, on est ravi de vous accueillir. Peut-être une des premières sorties depuis la rentrée, tout du moins, du vice-président de la région que vous êtes. Je rappelle, en charge de la transition écologique, donc je pense que vous en êtes en plein dans le sujet. Vous êtes un nouvel élu de cette nouvelle assemblée régionale auprès d'Alain Rousset, qui lui n'est pas un nouvel élu. Et vous incarnez ce renouveau de l'équipe. On est ravi de vous accueillir pour ces deux raisons. Et je le disais tout à l'heure, je crois que c'est important pour vous situer. Vous êtes exploitant agricole, vous êtes toujours en exploitation avec votre fils, si je ne dis pas de bêtises, dans les Deux-Sèvres. Et vous avez été, jusqu'à peu de temps, jusqu'au mois de mai, le président de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Je pense que c'est important dans le débat de le préciser. Je voudrais juste avoir, avant que vous ayez le discours de l'élu qui vient conclure, alors, vous êtes arrivé, bienvenue à Bordeaux, puisqu'on s'est appelé avant le débat et que j'ai compris que c'était compliqué, que c'est compliqué de circuler. Qu'est-ce que vous retenez? Vous voyez des pionniers, vous voyez des gens qui ouvrent la voie, est-ce que vous voyez des gens qui, au contraire, confortent des choix que vous avez déjà faits? Comment vous les voyez, les gens qu'on a accueillis tout au long de cet après-midi? Tout d'abord, merci de nous accueillir. Monsieur le Président, cher Philippe, on se croisait autrefois ailleurs. Merci de nous accueillir dans cette enceinte et merci de poser finalement le débat de l'industrie, peut-être même de la réindustrialisation de la Nouvelle-Aquitaine, dans un lieu de l'agriculture et donc qui finalement, dans nos imaginaires, véhicule aussi les choses de la nature. Je trouve ça assez symbolique au regard de ce qui se passe. Pour répondre plus précisément, tout d'abord, autre chose, je tiens aussi à excuser le président de région, Alain Rousset, et notre consoeur, Andréa Brouille, première vice-présidente en charge du développement économique et de l'industrie. Et je les soupçonne, tous les deux, de m'avoir envoyé au front. Ils ne me l'ont pas dit, mais va donc essayer un petit peu aux choses de l'écologie et de la transition énergétique face à l'entreprise, finalement, que mes trois confrères représentent, Président, cher consul. Bon, alors, pour répondre sérieusement à votre question, des pionniers, mais aussi des pionniers sur la pérennité. Chacun cherche, dans son activité du quotidien, à expérimenter, à innover, à bouger en permanence, pour ne pas reculer, nous le savons tous, mais il faut que ça se fasse sur la durée. Donc, il faut atteindre un certain nombre de maturités sur le marché, parce que l'action publique, qui peut parfois initier, ne peut pas tout sur la durée, et il faut trouver finalement des clients et des ressources un peu plus pérennes. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que je suis en charge de la transition écologique, de la transition énergétique, et que ça me semble pleinement moderne. Inutile de rappeler le rapport du GIEC, le grand défi climatique. Inutile de rappeler ce que nous avons entendu la semaine dernière à Marseille sur les potentiels effondrements de la nature, de la biodiversité, qui sont finalement deux moteurs de l'économie, deux moteurs de l'entreprise potentiellement. D'ailleurs, on le voit quand on parle de biomimétisme avec Monsieur Pyrénex, quand on parle, je suis arrivé après, mais j'ai cru lire. Ça va vous rester, Eric. Qu'il y a des possibilités autour de la laine. Enfin, cet enjeu climatique, nous, on a mis la barre assez haute au Conseil régional à travers la feuille de route que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui s'appelle Neoterra, avec un certain nombre d'ambitions, avec 116 indicateurs. Et l'ambition, alors il y a des questions de sobriété, de diminution de consommation d'énergie. Il y a des questions d'efficacité énergétique sur le bâti, qu'il soit industriel, le tertiaire, l'habitat. Évidemment, il faut travailler toutes ces choses-là. Et puis, il y a la transition en termes de production. Comment allons-nous mettre en adéquation nos consommations sur nos territoires et
la capacité à produire. On sait tous qu'il faut qu'on arrête l'extraction fossile, il faut que la décarbonation se mette réellement en place. Donc notre objectif, nous, est d'aller aujourd'hui 24% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique consommé final en Nouvelle-Aquitaine. Objectif 2030, 50%. Objectif 2050, neutralité carbone. Très ambitieux. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on multiplie rapidement les possibilités de produire ces énergies renouvelables. Et vous les connaissez, la méthanisation, vous êtes allé cet après-midi, mais ce sont les questions les dossiers Oriseo et le parc éolien de Charente-Maritime qui fait débat en ce moment. Hein, tout ça, ça génère de nombreux débats, mais nous n'aurons pas le choix. Nous n'aurons pas le choix. Et en conservant le Blayais, l'énergie nucléaire, bon. Et là, rien n'est certain. Donc, il y a vraiment cette nécessité, y compris pour asseoir l'économie de manière durable, sur notre territoire. Il y a bien sûr toutes les questions d'accompagnement, d'innovation. Nous sommes en train de préparer le budget en ce moment, le budget 2022 évidemment, et un certain nombre de questions se posent à nous. On est dans un moment de bascule. Ces 10 dernières années, le Conseil régional appuyait l'innovation, l'expérimentation, l'émergence. Et puis là, on sent bien qu'on est en train de basculer avec la massification, le déploiement. Et nous sommes, nous, bien incapables, d'un point de vue budgétaire, de financer massivement ce déploiement global. On parle, par exemple, pour les méthaniseurs, à horizon 2028, de 106 méthaniseurs. Ce sont des moyens qui sont importants, qui ne représenteront qu'une petite part encore de l'énergie nécessaire. Il y a un grand débat aujourd'hui autour du photovoltaïque, non loin d'ici. Hein, avec ces 1000 hectares potentiellement, mais pour assurer, là aussi, il faut bien comprendre l'équation de tout ça. Pour assurer ces nécessités en photovoltaïque, il faudrait presque 18 parcs comme celui-là. Et tout ça doit être conditionné, évidemment, ça ne pourra pas se faire tout seul. Ça, c'est un premier objet, cette transition énergétique. Sur la question de la transition écologique, qui emmène les questions d'eau dans tous ses états, eau potable, eau, milieu aquatique, eau littoral, donc tourisme, donc économie derrière. Économie quantitative, évidemment. Là aussi, nous devrons répondre à ces questions-là pour assurer, sur la durée, les nécessités de l'économie agricole de demain avec le changement climatique qui encore se pose à nous. Et puis les questions de biodiversité, les questions de séquestration carbone dans le sol, le 4 pour 1000, hein, souvenons-nous, déjà, il y a 10 ans, nous en parlions. Donc là, il y a tout un travail à mener. Il y a peut-être une nouvelle norme autour de l'agroécologie aussi, imaginez. On parle d'agriculture biologique, et Dieu sait si je l'ai mis comme un étendard durant mon existence. Mais bien évidemment, il y a un certain nombre de réponses qui sont posées par l'agriculture de conservation des sols. Tout ça, demain, devra sans doute former un mix, et je pense qu'on doit retravailler les partenaires, tous les partenaires ensemble, tout le partenariat public-privé autour de la définition de ce que devra être l'agroécologie demain. Est-ce qu'il n'y a pas une question, Guillaume Rioux, qui était latente dans les discours des présidents qui vous entourent, et surtout peut-être de M. Gros pour l'artisanat, parce qu'il est peut-être plus concerné que les autres, parce qu'on a compris que l'agriculture n'avait plus le choix, c'est de faire cette transformation, pas dans la contrainte, mais avec justement une transformation qu'appelait Jean-François Clédel aussi de ses voeux, c'est-à-dire de la positiver. Est-ce que la région, dans ce que vous êtes en train de préparer, avec Neoterra qui a déjà été mis en place, avec le budget sur lequel vous travaillez, est-ce que c'est un budget d'encouragement à cela, même si évidemment il n'est pas illimité, on a bien entendu. Quel va être le discours politique par rapport à ça? On va contraindre parce qu'on est obligé d'y aller en contraignant, ou on va accompagner? C'est pas pareil. Eh bien, moi, je pense que c'est tout le sujet. Il y aura des adaptations à mettre en œuvre des entreprises. Il y aura la nécessité d'atténuer, mais il faut qu'on invente quelque chose de nouveau. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais une nouvelle bascule est en œuvre. Ce qu'on est en train de vivre, je ne sais pas si c'est la première révolution industrielle de 1820, si c'est la révolution verte de l'après-guerre. On sent bien que quelque chose est en train de se passer. Et on sent surtout, et vous, entrepreneurs, entreprises, vous le savez chez vos clients, il y a un désir qui est en train de se manifester, un désir que moi je pense durable, fondamentalement durable.
rien ne montre qu'il y a un essoufflement. Alors évidemment, il y a les limites de l'économie familiale de chacun, mais et je pense que notre job, nous, politiques, mais c'est vrai aussi pour l'entreprise à travers la RSE, c'est de faire cette nouvelle narration, ce nouveau récit. Quels sont les mythes, les grands mythes aujourd'hui? Les religions, c'est ce qu'elles sont. Alors, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui encore peuvent aller prier, et c'est respectable. Il y a le grand mythe de l'euro, du dollar. Là, on sent aussi une sorte d'essoufflement dans notre société. Et moi, je ne crois pas, je pense que ce mythe, ce récit autour de la nature, autour de l'interaction entre les hommes, les femmes sur cette planète et les systèmes naturels, peut être un moteur de nos existences, un moteur de bonheur. Et durant cette campagne, nous n'avons cessé de dire que l'objectif pour Alain Rousset, c'était le bien vivre, le bien manger et le bien-être en Nouvelle-Aquitaine. C'est ça l'objectif. Et moi, je crois profondément que cette narration nouvelle est un objet de bonheur, mais aussi de profit pour l'entreprise. Et d'ailleurs, vous le savez tous, pour recruter aujourd'hui, et ça a déjà été dit tout à l'heure, il faut donner les conditions de l'ergonomie au travail, mais les conditions de désir, de plaisir, du temps affecté au travail dans nos existences. Et tout ça, finalement, c'est un récit, un grand récit naturel, et qui pourra donner de l'espoir à nos populations, à nous-mêmes qui en avons tant besoin aujourd'hui. Eh bien, écoutez, on avait commencé avec une note d'optimisme avec Philippe Mauguin, on se termine avec l'espoir du vice-président de la région. Merci, on espère écrire évidemment la suite de l'histoire, puisque c'est votre mot, pour la 15e édition de cette journée de l'économie. On vous donne rendez-vous donc l'année prochaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo, elle est évidemment partageable entre vous et dans les chefs d'entreprise, les entrepreneurs. Si vous avez envie de contacter les chambres consulaires, vous savez évidemment qu'elles sont là, la région aussi par ses services éco, sur les sites internet, évidemment c'est assez facile. Merci à toutes, merci à tous, merci à nos invités, merci à tous les partenaires de cette journée. On vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Bonne soirée. En 2030, plus de 8 milliards de personnes vivront sur notre planète. Malnutrition, dérèglement du climat, déclin de la biodiversité, raréfaction des ressources fossiles. Ces menaces qui pèsent sur l'équilibre du monde sont autant de défis à relever. L'agriculture a toujours été un enjeu majeur pour l'humanité. Notre alimentation a des impacts sur notre santé, mais aussi sur l'environnement. Produire des aliments mobilise des ressources précieuses qui deviendront de plus en plus rares. Il nous faut donc inventer l'agriculture et l'alimentation de demain. Une agriculture qui s'adapte au changement climatique, qui réduit les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation des pesticides. Une agriculture performante économiquement, socialement, toujours respectueuse de la santé et de l'environnement, mais aussi soucieuse des animaux et de leur bien-être. Une agriculture qui engage dans les territoires une transition de tous ces modèles de production. Une transition vers l'agroécologie. Une transition vers des régimes alimentaires sains et durables. Une transition vers une alimentation de qualité, adaptée à tous les âges de la vie. Il nous faut aussi protéger et restaurer notre environnement. Préserver l'eau, l'air, le sol, la forêt, la biodiversité. Anticiper et maîtriser les risques environnementaux et sanitaires. Favoriser une économie positive et responsable, basée sur des ressources renouvelables. En France, dans un nouvel institut de recherche, des femmes et des hommes produisent des connaissances pour relever ces défis et réussir ces transitions. 12 000 personnes qui travaillent avec humilité et ambition sur l'ensemble du territoire. Connectés avec les écoles, les universités et les meilleurs laboratoires du monde, leur horizon, c'est notre planète. On n'a jamais eu autant besoin de recherche. Une recherche indépendante, éthique, au meilleur rang mondial. Une recherche interdisciplinaire qui dépasse les limites de la connaissance. Une recherche qui utilise les dernières avancées technologiques et numériques. Une recherche menée avec les acteurs de terrain, source d'innovation et de solutions, pour nous accompagner dans un monde en profonde évolution. Notre futur s'écrit maintenant.
Au dehors, parce que si je fais venir tout le monde.